Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, les autres troupes de la Camwater emportent le directeur général. Gervais Bolinga a été débarqué ce jour à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire tenu à Douala sous haute sécurité. Blaise Moussa est porté à la tête de cette structure dans un contexte miné par des tensions sociales. L'un des principaux défis, la résolution de la crise d'eau potable qui secoue plusieurs villes du pays. Hors de nos frontières, la situation demeure confuse. Au Burkina Faso, des coups de feu ont été entendus ce jour à Ouagadougou. Alors que la psychose gagne les cœurs, la présidence refute la thèse d'un coup d'État. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, un nouveau directeur général vient d'être porté à la tête de la Camwater dans un contexte marqué par une crise profonde en eau potable et des tensions sociales au sein de l'entreprise. Blaise Moussa a été installé ce jour à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire tenu sous haute sécurité. L'un des principaux défis, résoudre, s'assurer de l'approvisionnement en eau et renforcer la sérénité au sein de l'entreprise. Le reportage d'Achille Kamgaï d'Alastiana. Voici celui qui préside désormais aux destinées de la Camwater. Blaise Moussa, nommé directeur général de l'entreprise concessionnaire de l'État en matière de production et de distribution de l'eau potable, est installé dans sa nouvelle fonction le 30 septembre 2022 à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire que préside le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Gaston Elundou Essomba ne manque pas, au cours de son discours d'installation, de rappeler les défis qui attendent le nouveau promu au poste. Je vous prescris de veiller avec une attention toute particulière à la disponibilité des produits de traitement de l'eau en quantité et en qualité. Outre le contexte marqué par la rareté de l'eau potable dans les ménages, le nouveau directeur général arrive à la tête d'une structure qui traverse une tension sociale soutenue par un préavis de grève des syndicalistes employés de l'eau potable. Ce que nous attendons du nouveau DG, c'est le travail, qui se met au travail, qui remobilise toutes les énergies. On peut s'attendre de lui qu'il applique scrupuleusement les textes qui régissent les droits des travailleurs. Pour le moment, le mot d'ordre demeure. Maintenant, nous sommes convoqués à une réunion de crise dimanche et nous allons y déférer. Et c'est au cours de cette réunion de crise qu'on va décider de la suite. Immergé dans les eaux troubles de la Camwater, Blaise Moussa prend déjà la pleine mesure de la tâche qui l'attend. Vous avez entendu le discours d'installation de monsieur le ministre de l'Eau et de l'Énergie. C'est tout un discours programme. Et je crois que nous allons nous atteler avec la directrice générale et l'ensemble des hauts dirigeants de Camwater et le conseil d'administration à prendre la pleine mesure. Le nouveau directeur général hérite d'un mastodonte de 500 000 abonnés et qui dispose de 116 centres équipés, 96 stations de traitement et 32 stations de reprise pour une capacité installée de 824 456 mètres cubes par jour. Et l'un des chantiers prioritaires que devra résoudre le nouveau directeur général de la Camwater, c'est bien sûr les revendications des travailleurs au sein de l'entreprise. Ils s'apprêtent d'ailleurs à descendre dans la rue pour crier leur indignation du fait du non-règlement d'une dette de 10 milliards de francs CFA promis par l'État. Des syndicalistes s'offusquent de l'attitude de certains dirigeants qui refusent d'exécuter les instructions du chef de l'État qui avait pourtant ordonné un décaissement, notamment en 2018. D'autres précisions dans ce reportage de Kevin Diogo. Des grincements de dents au sein de la synergie des syndicats des travailleurs opérant pour la société en charge de la production et de la distribution de l'eau au Cameroun. Les employés menacent d'entamer une grève illimitée dès le 1er octobre si l'État du Cameroun ne règle pas la dette de 10 milliards de francs CFA due à l'entreprise. Et ce préavis de grève est motivé par le fait qu'à la fin de l'affermage, l'article 5 avait voulu qu'on reverse tout le personnel de la CDE
à la Camp Water. Ceci a été fait. Mais sauf que on s'est rendu à l'évidence que la nouvelle Camp Water ne pouvait pas avoir les moyens de régler tous les problèmes inhérents à la fin de l'affermage. Nous avons envoyé ces travaux à la présidente de la République. Et ils ont répondu positivement par rapport à l'exploitation de ces travaux en instruisant le ministre des Finances à reverser 10 milliards de francs à la Camp Water pour pouvoir résoudre ce problème. Ça, c'est 2018. 4 ans après, l'enveloppe qui devrait permettre l'apurement de cette dette sociale reste attendue. Nous avons demandé une audience pour savoir pourquoi est-ce qu'il y avait cette rétention. Le ministre des Finances il nous a accordé une audience et à 30 minutes de l'audience, il nous a dit que l'audience était annulée sine die. Quand la cible ne nous reçoit pas, il nous reste seulement à élever la voix pour être entendu. Un corps professionnel frustré et lésé, disent-ils, au regard des initiatives entreprises par l'État du Cameroun en faveur des autres corporations dans des circonstances similaires. Les travailleurs n'ont rien fait pour subir ce genre de martyre. Et quand un travailleur part à la retraite, il n'a plus d'assurance maladie, il n'a plus de salaire, donc il rentre dans une précarité totale. Déjà mal en point côté infrastructurel, ce climat de tension à la Kamwata ne favorise guère le service d'eau que réclament à Koyakri les populations dans les nombreux quartiers de nos métropoles où les robinets sont au régime sec. Nous voyons aujourd'hui que les infrastructures de la Kamwata sont vieillissantes. La plupart datent de l'époque coloniale qui ne sont pas renouvelées. Parfois, l'eau est colorée, l'eau ne coule pas de manière permanente. Les habitants s'abreuvent à des sources d'approvisionnement douteuses qui sont des forages et bienvenue les maladies hydriques que nous connaissons. Quant au débrayage annoncé pour le 1er octobre par les syndicalistes, seule une réaction du ministère des Finances pourra permettre de désamorcer la bombe. Et le chef de l'État, Paul Biya, a signé un décret ce jour nommant un nouveau président du conseil d'administration de la Sonamine. La Société nationale de mines, Betty Amuko Jackson, remplace Blaise Moussa, porté à la tête de la Camp Water ce jour. Évoquons à présent dans ce journal la colère des ouvriers du stade de Japoma, ici à Douala 3e. Des employés de l'entreprise Autoservice, une société de placement de personnel, ont initié un débrayage pour dénoncer le mauvais traitement salarial. Ils revendiquent donc de ce fait le paiement de leurs droits. D'autres précisions dans ce reportage de Christine Babanda et d'Alastiana. Il y a une visite avec un conseiller technique, la présidente était ici, il a vu tout. Il a vu tout ce qui est passé, il nous a promis. Cela fait des mois que les ouvriers du stade Japoma, employés par Autoservice, une entreprise de placement, sont sans salaire. Engagés depuis près de 5 ans dans la construction du stade Japoma, qui a récemment abrité les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, ces pères de famille sont plongés dans le désespoir et ne savent plus à quel sens se vouer. Chaque année, c'est comme ça. Ils nous font seulement les avancements de salaire. Mais cette fois-ci, ils ont cumulé ça 3 mois. Nous n'avons préparé aucune rentrée scolaire. Moi qui suis devant vous, là, je ne peux pas vous dire que j'ai préparé une rentrée scolaire. On veut uniquement nos salaires pour préparer la rentrée scolaire de nos enfants. Tout le monde est au courant qu'on ne nous paye pas. On ne nous paye pas. L'État camerounais ne peut pas leur donner les 5 milliards parce qu'ils n'ont pas encore fini le chantier. Voilà le problème. Comme si cela ne suffisait pas, des expatriés sont arrivés lundi dernier dans le cadre de l'achèvement des travaux du stade. Pour ces employés, le recours à une expertise étrangère pour parachever les travaux du stade Japoma est simplement un mépris à l'égard de la main-d'œuvre nationale et une moquerie pour le personnel privé de salaire qu'ils sont. En ce qui concerne les gens qui reviennent de l'étranger pour venir placer des carreaux, c'est une injure pour le Cameroun. C'est une injure. Nous demandons à ce que nos dirigeants comprennent notre situation. Nous voulons travailler, nous voulons en sorte que les travaux avancent. Nous ne sommes pas pour gâter, parce que ça, c'est notre stade. Personne ne peut pas te donner le contrat. On te fait signer un contrat alors que tu as 3 mois d'arriérés de salaire. Les conducteurs d'engins, techniciens de surface, maçons et autres, engagés pour le compte de l'entreprise Tuk Yeningum, exécuteur des travaux au stade Japoma, interpellent les autorités compétentes. Toute tentative d'entrer en contact avec cette entreprise de placement du personnel est restée vaine. Monsieur Atangandji, ça met le taux. Viens-nous en aide. Cameroun, la polémique enfle après la destitution de l'imam de la mosquée de l'Indé par le Lamido de Garoua II. Les fidèles musulmans contestent la décision de l'autorité traditionnelle. Sa Majesté Ibrahim El Rachidine
accuse le sieur Moussa de violation de consignes ainsi que d'insubordination. Le bras de fer engagé a donc poussé les pouvoirs publics à mettre sous scellé la mosquée. D'autres précisions dans ce reportage d'Olivier Sefo et Julien Berthe-Bissaï. Non, l'imam n'a rien fait. Si on l'a enlevé, il montre les preuves. Pourquoi on l'a enlevé? Tout en colère devant la sous-préfecture de Garoua 2e, de fidèles musulmans contestent la destitution de l'imam de la mosquée centrale de l'Aïndé. Les manifestants accusent le lamido de Garoua d'abus de pouvoir. On va rester à la mosquée. Il ne peut pas faire sa prière lui seul. Voilà. On va aller prier n'importe où. Il ne peut pas faire sa prière lui seul. Voilà. Nous, on ne partait pas là-bas. On cherche un autre lieu de prière. On ne fait pas de problème. Voilà. On part devant Dieu, même si c'est où. Dans un communiqué signé du lamido de Garoua il y a quelques jours, Sa Majesté Ibrahim El Rachidine reproche l'imam déchu d'insubordination et violation de consignes. La décision de ce leader religieux est à l'origine de vives tensions qui secouent la ville de Garoua. Par mesure conservatoire, le lieu du culte a été scellé. Le lamido, c'est un chef religieux. Vous savez que c'est le chef religieux qui désigne un imam. Quand un chef religieux désigne un imam, ce sont ses prérogatives. L'autorité administrative n'entre pas là-dedans pour désigner un imam. C'est le chef religieux et en l'occurrence, c'est le lamido. Maintenant, quand les troubles arrivent, nous entrons pour essayer de vous mettre en sécurité. Même si un nouvel imam a été nommé et la mosquée centrale de Garoua réouverte, les manifestants restent campés sur leur décision de boycotter ce lieu de culte. Ils comptent saisir le gouverneur Jean Abaté Edi dans l'espoir d'obtenir gain de cause. Et dans le département du Noun, un vigile tué lors d'un braquage d'une pharmacie à Fumbod, surpris par un malfrat en plein sommeil. La victime recevra un coup de gourdin sur la nuque. Le présumé meurtrier a été rattrapé et mis aux arrêts grâce aux caméras de surveillance. Le reportage de Mama Soufone et Vivien Tonfak. Un voleur filmé en live par une caméra de surveillance en plein exercice de son activité. Nous sommes à Fumbo dans le département du Noun, où cet individu tout seul cambriole une pharmacie. Après avoir défoncé la porte, il se dirige précipitamment vers la caisse et vide son contenu. Avant d'arriver à cette étape de sa sale besogne, le malfrat a froidement assassiné le gardien de nuit et ligoté l'employé de garde. Mis au courant, la population et les forces de l'ordre se mobilisent pour une chasse à l'homme qui produira des fruits. Et j'ai été alerté par les populations, alors je me suis mise à ses trousses en compagnie des populations et nous avons fait une battue où il a été rattrapé dans les champs non loin du lieu du crime. Ramené sur le lieu de son forfait, il a refait le film de son cambriolage spectaculaire. Gardé à vue malgré la colère des populations qui souhaitaient lui appliquer la loi du talion, ce malfrat sera dans les prochains jours présenté devant le procureur pour répondre des chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Ses complices qui jouaient les sentinelles sont activement recherchés. Et les populations du chef-lieu de la région de l'Est en état d'alerte face au phénomène de coupeurs de route, la criminalité et le trafic d'ossements humains. À cet effet, les comités de vigilance viennent de recevoir du matériel roulant, un équipement qui leur permettra ainsi d'alerter les forces de l'ordre à temps pour pouvoir mettre aux arrêts ces présumés brigands. Benjamin Issam depuis Bertois. Malgré le calme observé sur le front de l'insécurité dans la région de l'Est, quelques poches de résistance existent et appellent à la vigilance. C'est le cas dans la zone frontalière où l'on observe toujours le phénomène de coupeurs de route. Quand les gens là attaquent, des fois c'est dans la brousse là où il n'y a pas le réseau. Ce sont les motos-taximans qui arrivent dans le village. Dès qu'ils nous disent que bon, on a coupé tel véhicule comme ça nous permet maintenant d'appeler les billes. Quand les billes arrivent maintenant, ils prennent les motos.
On loue les motos, on paye. Vous savez, les motos qu'on paye, qu'on entre maintenant dans les petits systèmes pour les poursuivre. Outre cette menace de coupeurs de route, il y a les trafiquants de tous bords qui rendent le sommeil difficile aux populations. Les trafiquants des chanvres indiens, et puis les trafiquants des ossements humains, les trafiquants des bêtes, dont les moutons et quoi. Donc voilà, chez nous, dans ma communauté, les phénomènes qui sont vécus au quotidien et que le comité de vigilance fait face jour et nuit, et surtout la nuit et au petit matin. C'est pour venir à bout de ces hors-la-loi que le chef de l'État vient de mettre à la disposition des comités de vigilance une vingtaine de motos tout-terrain. Une manière de les amener à persévérer dans l'effort de lutte contre l'insécurité. Je leur demande de persévérer sur la voie du travail bien fait, parce que leur concours est appréciable dans les opérations de sécurisation dans notre région et singulièrement dans les zones frontalières avec la Centrafrique. La mobilité est désormais assurée pour ces comités de vigilance qui avaient des difficultés à communiquer et à se déplacer. Le travail fait sur la base par le comité de vigilance sera davantage renforcé. Je suis très ravi de voir cette moto. Je remercie beaucoup le chef de l'État parce qu'il nous a pensé, il pense à nous. Le gouverneur de l'Est, qui remettait ce matériel roulant, invite les bénéficiaires à collaborer avec les forces de sécurité. Je leur demande de faire un bon usage du matériel qui leur a été donné et continuer à travailler en voie de notre pays et en collaborant plus étroitement avec les autorités administratives, les charbons, bien sûr, mais également avec les responsables des différentes municipalités. Le Cap sur Ndikinimeki dans le Mbam et Inubu, là-bas l'activité économique tourne au ralenti depuis plusieurs semaines déjà. En cause, les coupures fréquentes d'électricité auxquelles cette localité est confrontée, très affectée par les effets néfastes et délestages des populations, interpellent le gouvernement. Robert Kenyé et Vivien Tanfac. En Ndikinimeki, les coupures intempestives du courant électrique font partie des grosses difficultés auxquelles sont confrontés au quotidien les habitants de cette ville du département du Mbam et Inubu, dans la région du centre. Nous sommes tellement touchés parce que nous avions des coupures intempestives. Avec les coupures d'énergie d'Indiki, on souffre vraiment. Au moment où nous réalisions ce reportage, les populations de cette localité étaient sevrées depuis 4 jours d'énergie électrique. Franchement, on dit que c'est vraiment grave. Depuis 4 jours, depuis dimanche, on n'a pas d'énergie, on dort dans le noir, on se lève, on est toujours dans le noir. La population souffre énormément. Il faut qu'ils mettent ça en cœur. Je pense que je ne suis ni le premier, ni le millième, ni le 10 millième à me plaindre de ce cas. On souffre vraiment. L'énergie nous dérange, on dit que tantôt on dit banganté, tantôt, donc autant de choses. On souffre, on prend l'argent des clients. On finit même de manger et puis nous sommes toujours dans la souffrance. Ça fait 4 jours que nous sommes là. Problème d'électricité, tout ça, donc ça nous angoisse vraiment. Une dure réalité dont une des conséquences est la paralysie de l'activité économique. Générateurs électriques et plaques solaires sont quelques-unes des solutions alternatives vers lesquelles se rabattent des prestataires de services contraints de revoir leur prix à la hausse. Voilà. Il y a une station pour Fatima le groupe, parce que comme le groupe, vous voyez, tu vas mettre peut-être que 2 litres, ou 3 litres, tu vas faire 300. Tu vas commander peut-être 5 têtes, le camion va finir. C'est difficile. Par exemple, avec l'électricité, on peut travailler à 5 ans, mais avec le moteur, ça va faire 100 francs. D'après des habitants de Ndikinimeki, la fourniture du courant électrique qui semblait se stabiliser depuis quelques mois est retombée il y a peu dans ses vieilles habitudes. Elle est redevenue clignotante. Voilà, ça vient. Voilà.
Ils sont pourtant un maillon important pour le développement du continent africain. Les experts locaux de plusieurs domaines éprouvent des difficultés à se faire entendre auprès des pouvoirs publics qui sollicitent très souvent leur expertise continentale. Pour renverser la tendance, ces experts se réunissent au sein de l'ordre mondial des experts internationaux. D'autres précisions dans ce reportage de Théophile Tchouke et de Ulrich Ngonomala. À l'ère où le continent africain a de plus en plus soif de développement, le problème de l'expertise pour atteindre ses objectifs se pose avec acuité. Les donneurs d'ordre, dont les pouvoirs publics, ont toujours tendance à se tourner vers l'expertise occidentale au détriment de la compétence locale, ce qui laisse très souvent un goût d'inachevé dans la réalisation de plusieurs projets en Afrique, selon les experts. L'expert de la sous-région Afrique centrale est un technicien abandonné, est un technicien qui n'est pas pris en compte par ses pairs. Vous savez, les donneurs d'ordre au niveau du Cameroun préfèrent aller régulièrement s'adresser à l'étranger, alors que sur le sol africain, alors que sur le sol camerounais, nous en avons des milliers et des milliers d'experts dans tous les domaines confondus. Réunis au sein de l'ordre mondial des experts internationaux, les experts locaux se donnent pour mission se faire connaître dans leurs pays respectifs. Oui, la mission de l'ordre en Afrique centrale, c'est déjà de sensibiliser les donneurs d'ordre pour qu'ils n'aillent plus chercher ailleurs au-delà de l'Afrique, surtout au-delà de l'Afrique centrale. La mission de la cellule Afrique centrale, c'est de sensibiliser les experts en devenir des experts qui ignorent qu'ils peuvent avoir des capacités ou qu'ils ont les capacités à être experts internationaux, afin qu'ils soient désormais appelés à répondre aux offres internationales dans la sous-région pour permettre aussi à développer cette sous-région en mettant l'expert international au centre des décisions. Ayant pour siège social la Suisse, l'OMEI étend désormais ses activités en Afrique centrale, une opportunité pour les experts locaux d'apporter des solutions précises aux problèmes de développement africain. En bref, en politique, 8 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun recouvrent la liberté à Yaoundé. Incarcérés depuis 2 ans et 8 jours, c'est avec beaucoup d'émotion qu'ils retrouvent leur famille biologique et politique. Bien qu'affectés par leur détention, ces militants réaffirment leur engagement à poursuivre le combat, notamment pour l'avènement d'un Cameroun juste et démocratique. Nous parlons santé à présent. Près de 70% de consultations médicales au Cameroun sont liées aux problèmes gastriques. Voilà qui confirme un mal qui tend à se généraliser. Le phénomène est dû, d'après des médecins, par plusieurs facteurs, notamment la mauvaise alimentation, de même que l'automédication. Des problèmes au centre des préoccupations des gastro-entérologues réunis dans la ville de Douala. Le reportage de Claude Ekwa et Xavier Foucault. Des médicaments pris sans aucune ordonnance. Un repas que l'on consomme à contre-temps. Tout cela paraît banal pour beaucoup de Camerounais. Et pourtant, source d'ennuis de santé au quotidien. L'exemple simple, quand vous mangez le haricot avec beaucoup d'huile, vous avez l'impression d'être rassasié, mais vous avez le ventre aussi qui gonfle. Alors, que faire? Il faut donc manger avec moins de sel, manger avec très peu d'huile. La plupart des situations sont liées soit à une agression extérieure, par exemple les médicaments, je pense en particulier aux anti-inflammatoires que les gens prennent parfois un peu n'importe comment et sans contrôle médical et qui peut provoquer un ulcère gastrique. L'automédication et la mauvaise alimentation. 2 mots qui engendrent des problèmes gastriques chez bien des sujets. C'est environ 60 à 70% des motifs de consultation au Cameroun. Suffisant pour que les médecins s'en inquiètent. La Société camerounaise de gastro-entérologie s'est penchée notamment sur la douleur abdominale, un cas délicat et complexe dont le diagnostic et la prise en charge demandent expertise, rigueur et collégialité selon la situation. Quand on parle d'abdomen aigu, ça sous-entend plusieurs choses.
ça part d'un problème de grossesse rompue, ça peut être une appendicite, ça peut être une torsion d'un organe. C'est comme a dit le premier intervenant, c'est un panier à crabe. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans un abdomen. Même le poumon fait mal dans l'abdomen. Donc vous voyez que c'est pas toujours facile le diagnostic d'une douleur abdominale. Voilà pourquoi ce thème est très important en médecine. À Douala, une centaine de médecins gastro-entérologues échangent sur les défis liés à la prise en charge de la douleur abdominale. Une occasion d'échange d'expériences et de mise à jour des savoirs entre collègues du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale. L'actualité hors de nos frontières à présent au Burkina Faso, dans la capitale Ouagadougou, des coups de feu ont été entendus très tôt ce matin, notamment de sources sécuritaires. Les coups de feu ont eu lieu dans le quartier ministériel et dans les casernes militaires. La présidence refute la thèse d'un coup d'État. D'autres précisions dans ce reportage de Gladys Sidi. Forte présence des forces de défense et de sécurité dans les artères principales de la capitale Ouagadougou. Des tirs entendus aux premières heures de la journée du 30 septembre 2022 ont laissé planer le spectre d'un coup d'État militaire. Au Burkina Faso, l'accès au palais était bloqué par des militaires lourdement armés. D'autres axes stratégiques tels que le rond-point des Nations Unies menant à la primature et situé au centre-ville étaient aussi verrouillés. Oui, moi je suis arrivé trouver que c'est barré. Et puis même je devais composer un concours au lycée Nelson Mandela là. Donc du coup c'est bizarre. Je suis obligé de repartir à la maison. Non, je vois les soldats avec des blindés, je ne sais pas si c'est un coup d'État, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Le signal de la chaîne nationale a cessé d'émettre et l'accès aux locaux a été bloqué par des militaires. La gendarmerie nationale a quant à elle annoncé le report de la cérémonie de sortie de la 48e promotion de l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie, évoquant des désagréments indépendants de sa volonté. Plusieurs rues de Ouagadougou sont restées désertes. Dans un communiqué, la présidence de la République a évoqué une situation confuse, invitant par ailleurs les populations à observer la plus grande prudence et à rester calmes. Des pourparlers sont en cours pour amener le calme et la sérénité, a fait savoir le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damimba. Le dernier coup d'État au Burkina Faso remonte au 23 janvier dernier. Les putschistes avaient dénoncé l'absence de résultats en matière de lutte antiterroriste du président Roch-Marc Christian Kaboré. Le lieutenant-colonel Damiba avait alors promis de faire de la lutte contre les groupes djihadistes une priorité, mais les attaques se sont multipliées. Alors que le gouvernement burkinabé tente de rassurer les populations, quant à elles, exige de vraies réponses à leurs interrogations, notamment sur ce climat qui prévaut dans le pays, comme on peut le voir en image à travers ce regroupement de manifestants devant la place de la Nation à Ouagadougou. L'actualité sportive à présent, le vainqueur de la Coupe du Cameroun sera connu ce dimanche d'octobre 2022. Coton Sport de Garoua et Bamboutos de Bouddha se dispute le trophée au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le club mythique du Septentrion va donc tenter de remporter un nouveau sacre, notamment en remportant le trophée de la Coupe du Cameroun, tandis que Bamboutos Club de Bouddha est à la conquête de son premier titre national. Fabrice Elomo, reportage. C'est l'un des matchs les plus attendus de la saison. Bamboutos de Bouddha croise Coton Sport de Garoua ce dimanche dès 15h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Sur un total de 15 confrontations, l'équipe de Bamboutos a obtenu une seule victoire en match officiel face à Coton Sport de Garoua. C'était le 4 février 2016. Coton Sport s'était incliné face à Bamboutos 0 but contre 1 en demi-finale de la Coupe du Cameroun. Dans le reste des rencontres entre les deux équipes, on note 6 matchs nuls et 8 victoires en faveur des cotonculteurs. Coton Sport, le club 6 fois vainqueur de la Coupe du Cameroun, est donc super favori pour la finale de ce dimanche face à Bamboutos qui court toujours à la conquête de son premier sacre. Le club de la région du Nord a battu 2 fois Bamboutos de Bouddha lors du championnat Elite One de la saison écoulée. 2 buts à 0 à match aller à Limbé,
et 1-0 à Bafoussam lors du match retour. La finale de ce dimanche paraît donc comme une revanche pour les Mangwa Boys qui comptent sur le soutien de nombreux supporters. Mais il faudra faire face aux cotonculteurs qui entendent remporter le 7e sacre de Coupe du Cameroun. Qui de Bamboutos et de Coton Sport remportera le trophée de la Coupe du Cameroun? La réponse, c'est ce dimanche au stade de Amadou Ahidjo dès 16h. Un public reportage avant de refermer cette grande édition d'information sur Equinox Télévision. L'Institut supérieur africain des technologies et de l'information et de la connaissance situé à Douala ouvre ses portes à travers une journée porte ouverte. Occasion pour le top manager